Bienvenue sur la chaîne éducative. Cette séquence d'apprentissage s'adresse aux élèves du baccalauréat section scientifique. Elle porte sur les oscillations électriques forcées en régime sinusoïdal, études théoriques. Elle sera présentée par Bouali Mohamed Ali, professeur de sciences physiques, sous l'assistance pédagogique de M. Rachid Dridi, inspecteur de sciences physiques. On va donc partir pour notre cours. Séance 2. Études théoriques. On va entamer le travail par l'établissement de l'équation différentielle ONI et sa solution particulière. Pour le circuit ci-contre, la loi d'émail s'écrit U de t moins UC de t moins UB de t moins UR de t est égal à 0. Cela veut dire que UC de t plus UB de t plus UR est égal à U de t. Or, UC de t égale Q sur C égale 1 sur C primitif du I dt. U bobine vaut LDI sur dt plus RI. Et la loi d'Ohm aux bornes du résisteur donne que UR de t égale R fois I. Donc, LDI sur dt plus RI plus grand RI plus 1 sur C primitif du I dt égale à U de t. Avec U de t, la tension délivrée par le générateur vaut UM sinus de pi nt plus phi U. Donc, enfin, on obtient que l'équation différentielle ONI est LDI sur dt plus R plus petit r fois I plus 1 sur C primitif du I dt est égal à U. C'est l'équation différentielle des oscillations de I de t. Cette équation différentielle admet comme solution particulière I égale Im sinus de pi nt plus phi I. La fréquence n est imposée par l'excitateur délivrant la tension U de t. Ceci est alors en cohérence complète avec le résultat qu'on vient de voir lors de l'étude expérimentale. Passons maintenant à la détermination de l'amplitude Im et de la phase initiale phi I de I de t. On a R fois I plus petit r fois I vaut R plus petit r fois I. Ça veut dire R plus petit r Im sinus de pi nt plus phi I. LDI sur dt à L égale 2 pi n L Im sinus de pi nt plus phi I plus pi sur 2. L'ajout de pi sur 2 est dû au fait que LDI sur dt, on a dérivé I. Et pour 1 sur C primitif du I dt à l'envers, la phase va diminuer de pi sur 2 et l'amplitude divisée par 2 pi nc, ce qui donne que 1 sur C primitif du I dt est égal Im sur 2 pi nc sinus 2 pi nt plus phi I moins pi sur 2. U de t enfin vaut UM sinus de pi nt plus phi U. On peut constater que U de t est égal L di sur dt plus RI plus 1 sur C primitif du I dt, de laquelle découle que I de t égale 1 sur R plus petit r facteur 2 U de t plus moins LDI sur dt plus moins 1 sur C primitif du I dt. Et on peut constater que U de t ou I de t aussi forment l'une et l'autre la somme de trois fonctions sinusoïdales synchrones. Pour déterminer donc Im et delta phi égale phi U moins phi I, on doit recourir à la construction de Fresnel. Petit a, construction de Fresnel. À chaque fonction sinusoïdale, on associe un vecteur de Fresnel. On va prendre le cas où U de t est en avance de phase par rapport à I de t. À la fonction R plus petit r Im sinus de pi nt plus phi I, on associe le vecteur V1 d'amplitude R plus petit r fois Im et de phase initiale phi I. Comme on peut le voir ici, on a pris le sens positif, l'axe des phases et phi I comme vous le remarquez. On a représenté le vecteur représentant la première fonction. À LDI sur dt égale 2 pi n L Im sinus de pi nt plus phi I plus pi sur 2, on associe le vecteur V2 qui fait un angle pi sur 2 avec celui associé à la fonction précédente. À la fonction 1 sur C primitive du I dt, on associe un troisième vecteur qu'on représente ici qui fait un angle pi avec le précédent. À la fonction U de t égale UM sinus de pi nt plus phi U, on associe finalement le vecteur V tel que V est la somme des trois vecteurs V1 plus V2 plus V3. C'est le vecteur au rouge
qui est associé à la fonction u de t. Petit b, amplitude IM. On va essayer d'exploiter la construction de Fresnel afin de trouver l'expression de IM en fonction de n. Lors de cette construction, nous voyons que le triangle OAB est un rectangle au point B. Nous allons appliquer le théorème de Pythagore. UM carré est égal à R plus petit r carré IM carré plus la différence L oméga moins 1 sur C oméga au carré fois IM carré, à savoir 2pi NL moins 1 sur 2pi NC fois au carré fois IM carré. On peut constater donc que IM égale UM sur racine carrée de R plus petit r carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré, à savoir IM égale UM sur racine carrée de R plus petit r carré plus parenthèse 2pi NL moins 1 sur 2pi NC au carré, soit UM sur une grandeur Z. Cette grandeur Z qui vaut racine de R plus petit r carré plus 2pi NL moins 1 sur 2pi NC au carré est dite impédance du circuit RLC série et exprimée en ohm, même unité que R plus petit r. IM donc, on peut constater qu'elle varie en fonction de la fréquence n, ce qui se traduit par la courbe obtenue expérimentalement, et vous voyez bel et bien notre courbe qui a été vue lors de l'étude expérimentale. Phase initiale phi i. Revenons à notre construction de Fresnel. On remarque que sinus de phi u moins phi i est égal de pi n L im moins im sur 2pi n c sur um. Le cosinus à lui de ce déphasage vaut r plus petit r fois im sur um, c'est-à-dire r plus petit r sur z. Et pour la tangente, on peut voir tangente phi u moins phi i égale 2pi nl moins 1 sur 2pi nc sur r plus petit r. On peut constater alors que le déphasage phi u moins phi i, pour son sinus, son cos et sa tangente, dépend de la fréquence n des oscillations. Donc, puisque phi u est constante, alors phi i varie aussi en fonction de n, ce qui vient consolider les résultats dont on vient d'évoquer lors de l'étude expérimentale. Différents cas d'oscillation. Étant imposés par l'excitateur, n peut prendre ou bien une valeur inférieure, ou bien supérieure, ou bien égale à la fréquence propre n0. Premier cas, si n est inférieur à n0, oméga est inférieur à oméga 0, oméga carré est inférieur à oméga 0 carré qui vaut 1 sur LC, 1 sur C oméga supérieur à L oméga, IM sur C oméga supérieur à L oméga IM, ça veut dire IM sur 2pi NC supérieur à 2pi NL fois IM. La construction de Fresnel qui lui correspond est celle-là. On remarque que IM sur 2pi NC est supérieur à 2pi NL IM et on observe bel et bien que phi de U est inférieur à phi de I. Ce circuit, dans ce cas, est appelé circuit capacitif. Deuxième cas, si n est égal à n0, alors oméga égale à oméga 0, oméga carré égale oméga 0 carré qui vaut 1 sur LC, 1 sur C oméga 0 égale L oméga 0, IM sur 2pi N0C égale 2pi N0 fois IM fois L. La construction de Fresnel correspondante est celle-là. Les deux vecteurs représentant UL et UC ont deux amplitudes égales et deux phases entre les deux, il y a pi. On remarque ici que phi u égale à phi i. Ce type de circuit est noté circuit résistif. Troisième cas, si n supérieur à n0, oméga est supérieur à oméga 0, il en résulte enfin que im sur 2pi nc est inférieur à 2pi nl fois im. La construction de Fresnel qui lui correspond dans ce cas-là est la suivante. Et on remarque que phi de u dans ce cas est supérieur à phi i. Ce circuit est alors circuit inductif. Donc si on récapitule, pour n inférieur à n0, le circuit est capacitif, phi i est supérieur à phi u. Pour n égale à n0, rappelez-vous bien qu'il s'agit de la résonance d'intensité. Le circuit est résistif, on peut l'expliquer tout de même. C'est que UM égale R plus petit r fois IM et phi de U égale à phi de I.
Donc on peut écrire tout de même que U de t est égal à R plus petit r fois I de t. On parle d'un circuit équivalent à un résistor. Pour ceci, il y a phi U égale à phi I. Troisième et cas final, c'est que si n est supérieur à n0, le circuit est inductif et phi U est supérieur à phi I. On remarque que dans les trois cas, le vecteur représentant UR de t, qui est une partie de ce vecteur bleu, est plus petit que le vecteur représentant UM. Donc URM, qui est égal à R fois IM, est inférieur à UM, qui vaut Z fois IM. Rappelons que Z s'écrit racine carrée de R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. On va voir quel cas particulier. Premier cas, on a pris phi de U égale à 0. Et vous remarquez qu'il y a les trois cas d'oscillation. Pour le cas du circuit capacitif, phi de U inférieur à phi de I, on a pris ici le phi I positif, puisque phi U égale à 0. C'est un cas particulier. Le deuxième cas, pour le circuit résistif, on observe phi U égale à phi I. Et pour le circuit inductif, avec phi U égale 0, on remarque que phi U supérieur à phi I, ça veut dire que phi I est négatif. Un autre cas particulier, si on prend maintenant phi I égale à 0. Le premier cas, pour le circuit capacitif, phi U inférieur à phi I, le vecteur représentant UM est au-dessous du vecteur représentant R plus petit r fois I. Ça veut dire que phi de U est négative. Deuxième cas, pour les oscillations électriques en résonance d'intensité, phi U égale à phi I. Et pour le circuit inductif, phi U est supérieur à phi I. Passons à l'étude de la résonance d'intensité. À la résonance d'intensité, IM est maximale. Or, IM est égal à UM sur Z avec UM est une constante. Z, donc, doit être minimal. Et puisque Z égale racine carrée de R plus petit r carré plus 2pi NL moins 1 sur 2pi NC au carré, R plus petit r étant une constante, pour que Z soit minimal, il faut que la quantité de pi NL moins 1 sur 2pi NC au carré doit être minimale. Alors, 2pi NL moins 1 sur 2pi NC égale 0. Et par suite, N égale à N0 égale 2pi égale 1 sur 2pi racine de LC. Il en résulte que tangente phi U moins phi I, qui vaut 2pi NL moins 1 sur 2pi NC sur R plus petit r, est égal à 0 dans ce cas. Donc, phi U égale à phi I. Alors, on peut constater que dans le cas de la résonance d'intensité, IM est maximal, Z est minimal, U et I sont en phase. Facteur de surtension. La résonance d'intensité d'un circuit RLC série peut être accompagnée d'une surtension au bord du condensateur. Ce fait est caractérisé par un quotient Q supérieur à 1. Appelé dans ces conditions facteur de surtension, il est donné par l'expression Q égale UCM sur UM à la résonance d'intensité, UCM étant IM sur 2pi CN0, UM égale R plus petit r fois IM, on simplifie par IM, on trouve que Q égale 1 sur 2pi N0C fois R plus petit r, soit 2pi L N0 sur R plus petit r. Finissons par un exercice d'application. On monte en série une bobine d'inductance L égale 0,191 Henry et de résistance petit r, un conducteur ohmique de résistance R égale à 80 ohms et un condensateur de capacité C. On applique aux bornes de ce circuit une tension sinusoïdale U de t égale UM sinus 2pi NT, d'amplitude UM constante, de fréquence N réglable, et ici on a pris le cas particulier où phi U égale à 0. On visualise simultanément à l'aide d'un oscilloscope bicourbe les deux tensions UR de t et U de t respectivement, UR aux bornes du conducteur ohmique et U aux bornes de tout le circuit. On obtient les oscillogrammes A et B de la figure ci-contre. Les sensibilités verticales et horizontales sont les mêmes pour les deux courbes. Sensibilité verticale 2 volts par division, sensibilité horizontale 1 milliseconde pour chaque division. 1 milliseconde par division. La courbe A est en rouge, la courbe B est en bleu. Première question.
montrer que la courbe A représente les variations de la tension aux bornes du circuit RLRC. On connaît que pour toute valeur de la fréquence n, URM qui vaut R fois IM est inférieur à Z fois IM qui est égal à UM. Dans notre cas, UBM, U maximal de la courbe B vaut 8 volts, à savoir 4 divisions fois 2 volts, et UAM vaut 10 volts. Donc la courbe A représente l'évolution de la tension U de T. Deuxième question. Représentez le schéma du montage en indiquant les branchements à effectuer entre l'oscilloscope bicourbe et le circuit électrique. On commence par le schéma du montage. Le schéma de montage est constitué de notre générateur, le résistor, la bobine et le condensateur. Le résistor est mis à côté du générateur afin d'assurer un point commun entre ces deux dipôles qui va être lié à la masse. Donc, on visualisera UR de T sur la voie X et U de T sur la voie Y de l'oscilloscope. Deuxième question. À partir des oscillogrammes A et B, déterminez la fréquence N de la tension U de T. Puisque T égale 12 millisecondes, N est égal à 1 sur T est égal à 83 Hz. Déduire aussi la valeur maximale IM de l'intensité I de T du courant débité dans le circuit et déduire l'impédance Z du circuit. Primo, IM égale URM sur R, URM 10, R 100 ohms, on trouve 0,1 ampère. Z égale UM sur IM, UM 10, IM 0,1, Z égale 100 ohms. Déterminer aussi le déphasage entre la tension U de T et l'intensité I de T. En revenant à la courbe, on remarque que U de T est en avance de phase par rapport à UR de T. Donc, phi U moins phi I vaut ici phi U moins phi UR plus phi du UR moins phi I. On a inséré phi du UR. Phi du U moins phi du UR est égal à 2 pi sur T fois delta T. Et phi du UR moins phi I est égal à 0. Donc, le déphasage phi du U moins phi du I vaut 2 pi sur T fois T sur 12, c'est-à-dire pi sur 6 rad. C'est-à-dire pi sur 6 radians. Petit b, déduire la nature du circuit. Phi du U est supérieur à phi du I. Il s'agit alors d'un circuit inductif. L'expression de l'intensité instantanée I de T. I de T a la forme sinusoïdale, ce qui faisait l'objet de toute notre étude. L'amplitude IM 0,1 ampère, la fréquence N 83 Hz, la phase initiale moins pi sur 6, vu que phi U moins phi I égale pi sur 6 et phi U égale à 0. Alors on finit par dire que I de T égale IM sinus de pi NT plus phi I égale dans ce cas 0,1 sinus 166 pi T moins pi sur 6. I est exprimé en ampères, T en secondes. Troisièmement, petit a. Établir l'équation différentielle en I relative à cet oscillateur. On représente tout d'abord le schéma fléché. Il y a la flèche tension U de T, celle de UR, celle représentant UB et celle de UC. Et la flèche courant, I de T, c'est la flèche qui représente le sens de circulation du courant dans ce cas. La loi d'Emaille montre que UR plus UB plus UC moins U égale à 0, R plus petit r fois I plus LDI sur dt plus Q sur C égale à U. Et enfin, on obtient notre équation différentielle en I, LDI sur dt plus R plus petit r fois I plus 1 sur C primitif du I dt est égal à U. Petit b, compléter la construction de Fresnel ci-après selon l'échelle adoptée. Ici, on a donné UM, le vecteur représentant UM, la phase pi sur 6, la phase phi égale 0 et le sens positif. On remarque tout d'abord que UM égale 10 volts, c'est représenté par 10 cm, et il en résulte que l'échelle adoptée ici, 1 volt pour 1 cm. Donc on va représenter le premier vecteur URM, sachant que URM égale 8 volts, phi égale à moins pi sur 6, phi ici est égal à 0, donc le vecteur qui représente R fois I
Le voilà, il paraît sur notre figure. On a représenté la perpendiculaire au vecteur RIM et, puisque phi i égale à moins pi sur 6, le vecteur représentant petit r fois i va être collinéaire à ce vecteur en bleu représentant petit r fois i. Et il est délimité par la perpendiculaire dont on vient d'évoquer. Donc voilà le vecteur représentant petit r fois i, à savoir avec une amplitude petit r fois im et avec une phase moins pi sur 6. On représente ensuite le vecteur relatif à LDI sur dt. Les calculs montrent que depuis n, LIM est égal à 10 volts. Donc on doit le représenter par 10 cm et on doit lui accorder une phase initiale égale phi i plus pi sur 2. Voilà, on a représenté notre vecteur en vert. On finit par le dernier vecteur qui trouve sa place, représentant 1 im sur 2 pi nc en amplitude, phi de uc égale phi de ul plus pi, et ça représente le vecteur correspondant à l'expression 1 sur c primitive du IDT, à savoir UC de t. Petit c, déduire les valeurs de petit r et c. D'après la construction de Fresnel dont on vient de représenter, cos phi u moins phi i est égal à cos pi sur 6. C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est représenté par r plus petit r fois im sur um. Donc, il en résulte que petit r est égal um sur im cos pi sur 6 moins grand R, c'est aux alentours de cet homme, chose qu'on peut vérifier en mesurant directement le vecteur représentant petit r fois i. Ça va être presque 0,7 cm, ça représente 0,7 volts divisé par im qui vaut 0,1, on trouve petit r égale 7 ohms. Concernant la valeur de C, on a opté pour l'étude du sinus phi u moins phi i, qui est égal à sinus pi sur 6, qui vaut la différence de pi nl moins 1 sur 2 pi nc fois im sur um. Donc C, avec cette expression, on montre que C est égal à 3,81 10 puissance moins 5 farad. On passe à la question 4. On règle la fréquence du générateur à une valeur n' différente de n. Les deux courbes observées sur l'écran de l'oscilloscope deviennent en phase. Déterminer, petit a, la valeur de la fréquence n'. Les deux courbes étant en phase, phi de u est alors égal à phi i. Le circuit est le siège d'une résonance d'intensité. Donc dans ce cas, n' ne peut être que n0 qui vaut 1 sur 2 pi racine de LC, à savoir 59 Hz. L'intensité IM0 du courant électrique à déterminer. IM0 tout simplement égal UM sur Z0. Z dans ce cas vaut R plus petit r. N'oublions pas qu'on est à la résonance d'intensité. Et il en résulte que IM0 est égal 0,115 ampères. Vous remarquez que c'est la valeur la plus grande. Elle est supérieure à la valeur précédente IM qui vaut 0,1 ampères lorsqu'on est en circuit inductif. Petit c, déterminer la valeur de la tension indiquée par un voltmètre branché aux bornes de l'ensemble bobine résistor. UBR efficace égale ZBR fois I, c'est-à-dire ZBR qui vaut ce qu'on appelle l'impédance partielle de l'ensemble bobine résistor et a pour expression racine carrée de R plus petit r carré plus 2 pi nl au carré, et IM 0 sur racine de 2, ça vaut I efficace. Il en résulte enfin que UBR efficace vaut 12,84 volts. Merci pour votre attention et bonne chance.